Vous regardez une plante qui peut alimenter chaque moteur que vous possédez. Camion diesel, voiture à essence, générateur, tracteur, tondeuse à gazon, absolument tous. Et les Amish du comté de Lancaster en Pennsylvanie la cultivent en ce moment même légalement dans les mêmes champs que leurs ancêtres ont plantés il y a 300 ans. Après la dernière vidéo, beaucoup d'entre vous ont posé la même question. Qu'en est-il de mon moteur à essence ? Je vous ai tous entendus, et la réponse a changé tout ce que je pensais savoir sur le carburant, car cette plante unique ne produit pas un seul carburant, elle en produit deux. Un pour les moteurs diesel, un pour les moteurs à essence. Aucune modification du véhicule, aucune pièce spéciale, aucun voyage chez le mécanicien. Et en 2010, l'université du Connecticut a prouvé quelque chose avec un seul chiffre que l'industrie pétrolière aimerait que vous n'ayez jamais vu. 97%. Et quand vous comprendrez ce que ce chiffre signifie, vous saurez exactement pourquoi cette plante a été rendue illégale en 1937. Mais avant d'en arriver là, je dois vous parler d'un document de 1937 qui a effacé cette plante de la vie américaine pendant 80 ans. De 4 hommes dont vous connaissez déjà les noms, et d'environ 2000 stations-service qui ont disparu du Midwest l'année même où la loi a été signée. Restez avec moi. Même si vous possédez déjà une maison, même si vous n'avez jamais planté une graine de votre vie, même si vous louez vos terres, car ce que les Amish m'ont montré à propos de cette plante fonctionne sur un quart d'acre avec un cabanon et une camionnette. La première fois que j'ai traversé le canton d'East Hempfield, à l'extérieur de Lancaster, j'ai presque manqué le panneau Hempfield. Je me suis dit que c'était juste un de ces vieux noms de lieux de Pennsylvanie auxquels plus personne ne pense. J'ai conduit encore 20 minutes pour rencontrer un fermier Amish dont un de mes amis m'avait parlé. Il s'appelait Ruben. Un homme calme, une poignée de main ferme. Il a dit environ 4 mots dans les 10 premières minutes. Puis il m'a accompagné à l'arrière de sa grange, a pris un bocal en verre sur une étagère et a versé quelque chose qui ressemblait à de l'huile de cuisson dans un petit tracteur diesel. Le moteur a démarré du premier coup. Aucune hésitation, aucune toux, aucune fumée noire. Je suis resté là pendant 15 minutes à attendre qu'il cale. Il ne l'a jamais fait. Et quand je lui ai demandé où il avait acheté le carburant, il m'a regardé comme si j'avais posé la question la plus stupide du comté de Lancaster. Il a pointé du doigt un champ derrière la grange. « Je l'ai cultivé », a-t-il dit. C'est à ce moment-là que tout a changé pour moi. La plante et le chanvre industriel, Cannabis sativa. Et je dois être clair sur une chose tout de suite, car la confusion entre le chanvre et la marijuana a été fabriquée exprès. Le chanvre industriel contient moins de 0,3% de THC. C'est le composé psychoactif. Vous pourriez fumer une balle entière de chanvre industriel et ne rien ressentir d'autre qu'un mal de gorge. La loi agricole de 2018 a rendu légal au niveau fédéral la culture, la transformation, le transport et la vente de chanvre industriel partout aux États-Unis. C'est aussi légal que le maïs, aussi légal que le soja, aussi légal que le blé. Mais pendant 80 ans avant ce projet de loi fédérale, le chanvre a été traité de la même manière qu'un stupéfiant, et la raison n'avait absolument rien à voir avec le fait de se droguer. Cela avait tout à voir avec le carburant et l'argent. Et avec 4 hommes qui avaient plus des deux que quiconque en Amérique, laissez-moi commencer par ce qu'une seule plante fait réellement. Car une fois que vous aurez compris cela, le reste de l'histoire vous mettra en colère. Les graines de chanvre contiennent environ 30 à 35% d'huile en pois. Cette huile peut être extraite avec une simple presse à froid, le même genre de presse que les gens utilisent pour l'huile d'olive ou l'huile de tournesol. Une fois que vous avez l'huile, elle peut être convertie en biodiesel grâce à un processus chimique de base appelé transestérification. Vous mélangez l'huile de graines de chanvre avec du méthanol et une petite quantité de lessive qui agit comme catalyseur. Le mélange réagit. Il se sépare en 2 couches. La couche supérieure est du biodiesel brut, la couche inférieure est de la glycérine que vous pouvez utiliser pour faire du savon. Vous lavez le biodiesel avec de l'eau, le laissez sécher et il est prêt à être versé dans n'importe quel moteur diesel jamais fabriqué. Pas un moteur modifié, pas un moteur spécial, n'importe quel moteur diesel. Parce que le moteur diesel n'a jamais été conçu pour fonctionner au pétrole en premier lieu, Rudolf Diesel a construit son moteur dans les années 1890 en Allemagne. Il a déposé son brevet le 28 février 1892.
Son document s'intitulait « Théorie et construction d'un moteur thermique rationnel pour remplacer la machine à vapeur ». Il l'a appelé un moteur à allumage par compression. Le carburant qu'il envisageait était de l'huile végétale. En 1900, il a fait la démonstration de son moteur à l'Exposition universelle de Paris. Le gouvernement français lui avait demandé de faire fonctionner le moteur avec de l'huile d'arachide provenant de leurs colonies africaines. Il l'a fait. Le moteur tournait si silencieusement, si doucement, que la plupart des personnes qui regardaient n'avaient aucune idée qu'il brûlait une huile végétale. Diesel a écrit que son moteur pourrait être alimenté avec des huiles végétales et aiderait considérablement au développement de l'agriculture. Il rêvait d'un monde où n'importe quel agriculteur pourrait cultiver du carburant dans son propre champ. Il l'a appelé le moteur à huile. Et puis il est mort. Le 29 septembre 1913, Rudolf Diesel a embarqué sur le vapeur postal Dresden à Anvers, en Belgique. Il se rendait en Angleterre pour rencontrer la Royal Navy britannique au sujet de l'installation de ses moteurs dans leurs sous-marins. Il a dîné sur le navire, il s'est retiré dans sa cabine à 10h du soir et a laissé pour consigne d'être réveillé à 6h15 le lendemain matin. Lorsque le steward a frappé, la cabine était vide. Le lit n'avait pas été défait. Sa chemise de nuit était soigneusement étalée. Sa montre était positionnée de manière à pouvoir être vue depuis le lit. Son chapeau et son pardessus ont été retrouvés pliés sous la rambarde à la poupe du navire. 10 jours plus tard, un équipage de pêcheurs néerlandais a trouvé un corps flottant dans la mer du Nord. Il était trop décomposé pour être identifié. Ils ont pris les objets personnels dans ses poches. Son fils a confirmé plus tard qu'ils appartenaient à son père. Les journaux ont imprimé 2 types de gros titres cette semaine-là. Certains parlaient de suicide, d'autres étaient plus sombres. Inventeur jeté à la mer pour empêcher la vente de brevets au gouvernement britannique. Assassiné par des agents des grands trusts pétroliers, sa femme a ouvert un sac qu'il lui avait donné avant le voyage. À l'intérieur se trouvaient 200 000 marks allemands en espèces et des relevés financiers montrant que leur compte bancaire était pratiquement vide. Dans son journal intime, une croix était dessinée à la date du 29 septembre. Nous ne connaîtrons peut-être jamais toute la vérité sur ce qui s'est passé sur ce navire, mais considérez le moment choisi. L'homme qui a inventé le moteur le plus efficace de l'histoire, qui a déclaré publiquement que les huiles végétales deviendraient aussi importantes que le pétrole, qui était à quelques jours de donner à la marine britannique un moteur fonctionnant aux cultures au lieu du pétrole brut, a disparu dans la mer. Et après sa disparition, personne dans les entreprises de moteurs n'a fait pression pour conserver l'huile végétale comme carburant standard. Personne n'a demandé aux agriculteurs ce qu'ils en pensaient. Les compagnies pétrolières sont simplement intervenues, ont ajusté les systèmes de carburant et ont fait du carburant diesel à partir de pétrole brut la norme. En l'espace d'une décennie, tous les moteurs diesel du monde brûlaient du pétrole. Le moteur conçu pour libérer les agriculteurs est devenu la machine qui les a enchaînés à une compagnie pétrolière. Et personne ne s'est arrêté pour demander pourquoi. Parce que l'homme qui l'aurait demandé était au fond de la Manche. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont posé des questions spécifiques sur les moteurs à essence. Votre voiture, votre tondeuse à gazon, votre tronçonneuse. C'est là qu'intervient le deuxième carburant. Et c'est la partie qui se connecte directement à ce qu'Henry Ford essayait de nous dire il y a près d'un siècle. Après avoir récolté les graines de chanvre pour l'huile, il vous reste encore la tige entière, des milliers de livres par acre de matière fibreuse ligneuse. Cette tige est riche en cellulose, grâce à un processus appelé cellulolyse. La cellulose est décomposée en sucre simple. Ces sucres sont fermentés. La fermentation produit de l'éthanol, le même type d'alcool qui est déjà mélangé à l'essence que vous achetez à la pompe en ce moment. Chaque gallon d'essence ordinaire en Amérique contient jusqu'à 10% d'éthanol. Ce mélange s'appelle E10. La seule différence est que l'éthanol à la station provient du maïs. L'éthanol de chanvre provient des tiges d'une plante qui vous a également donné du biodiesel à partir de ses graines. Une plante, 2 carburants, 2 types de moteurs, 0 déchet. Henry Ford l'a compris avant presque tout le monde dans le pays. En 1908, son modèle T a été conçu pour fonctionner à l'essence, à l'éthanol ou à toute combinaison des deux. Ford a déclaré au New York Times en 1925 que le carburant du futur proviendrait de fruits, de mauvaises herbes, de sciure de bois,
de presque n'importe quoi. Il a dit « Dans les années 1930, Ford organisait des conférences à Dearborn, dans le Michigan, sur un mouvement appelé la chimiurgie agricole. Le mot vient de la chimie et du mot grec pour travail. L'idée était radicale et simple. Laisser les agriculteurs cultiver les matières premières pour l'industrie au lieu de tout importer du pétrole. Ford y a investi son propre argent. Dans son usine d'Iron Mountain dans le Michigan, il exploitait une usine de conversion de la biomasse qui transformait le chanvre ainsi que d'autres cultures. L'usine extrayait du méthanol, du charbon de bois, du goudron, de la poix et de l'acétate d'éthyle. Tous des ingrédients fondamentaux pour l'industrie moderne, tous issus de plantes qui poussaient en une seule saison. En août 1941, Ford a dévoilé un prototype de voiture avec des panneaux de carrosserie fabriqués à partir de chanvre, de soja, de blé, de paille et de lin, liés ensemble avec de la résine. Popular Mechanics l'a présenté, le New York Times en a parlé, les panneaux étaient plus légers que la fibre de verre. Ford a démontré leur solidité devant la caméra en balançant une hache sur le couvercle du coffre. La hache a rebondi, le panneau ne s'est pas cabossé. La voiture a été conçue pour fonctionner à l'éthanol de chanvre. Ford a fait venir George Washington Carver lui-même pour aider au développement. Il envisageait un véhicule entièrement cultivé à partir du sol et propulsé par ce même sol. Il avait 77 ans et balançait une hache sur une voiture qui, selon lui, allait changer le monde. Mais en 1941, il était déjà trop tard. Quelque chose s'était produit 4 ans plus tôt qui a enterré ses connaissances pendant 80 ans. 4 ans. C'est tout ce qu'il a fallu pour effacer une plante qui était américaine depuis 2 siècles. En 1937, la loi sur la taxe sur la marijuana a été promulguée. Remarquez l'orthographe. Marijuana avec un H. C'était un choix délibéré. Le mot était de l'argot mexicain. Et Harry Anslinger, le premier commissaire du Bureau fédéral des stupéfiants, l'a utilisé parce que la plupart des Américains ne l'avaient jamais entendu. S'il avait appelé la plante cannabis, tous les médecins du pays l'auraient reconnu. S'il l'avait appelé chanvre, tous les agriculteurs l'auraient fait. En l'appelant marijuana, il a rompu le lien entre une culture utile et la loi conçue pour la tuer. Avant de prendre le poste aux stupéfiants, Anslinger avait déclaré publiquement qu'il n'y avait pas de plus grande erreur absurde que l'idée que le cannabis causait de la violence. Il ne croyait pas que c'était un problème. Mais la prohibition a pris fin en 1933, et le département de la prohibition qu'il supervisait était sur le point de disparaître. Il avait besoin d'un nouvel ennemi. Le cannabis est devenu cet ennemi. Et il avait des amis qui avaient besoin qu'il disparaisse pour des raisons entièrement différentes. William Randolph Hearst possédait des chaînes de journaux, des terres forestières et des usines de papier à travers le pays. Le chanvre produisait du papier moins cher et plus rapidement que la pâte de bois. C'était une menace directe pour son entreprise. La famille Dupont venait de breveter le nylon et un nouveau procédé chimique pour fabriquer du papier à partir de bois. La fibre de chanvre concurrençait le nylon. Le papier de chanvre concurrençait le procédé de la pâte de bois. Andrew Mellon, le secrétaire au Trésor et l'homme le plus riche d'Amérique, avait massivement investi dans Dupont. Mellon était également le beau-père de Harry Anslinger. Il avait personnellement nommé Anslinger au poste des stupéfiants. Et puis il y avait la Standard Oil. L'empire Rockefeller bâti sur le pétrole. L'huile de chanvre comme carburant menaçait les fondations de tout ce qu'ils vendaient. Ces hommes n'avaient pas besoin de conspirer dans l'obscurité. Ils avaient les journaux, ils avaient le Congrès, ils avaient le bureau des stupéfiants. Les journaux de Hearst ont publié des articles en première page, reliant la marijuana à la violence, au crime, à la peur raciale. Anslinger a témoigné devant le Congrès avec des cas qui n'avaient aucune preuve médicale derrière eux. L'Association médicale américaine a envoyé le docteur William Woodward pour s'opposer à la loi. Il a dit au Congrès que les affirmations n'étaient pas soutenues par la science. Son témoignage a été rejeté. Après des audiences qui n'ont attiré presque aucune attention du public, la loi a été adoptée le 2 août 1937. Voici le détail qui fait de 1937 l'année la plus importante de l'histoire de l'énergie américaine. Et presque personne ne le sait. Cette même année,
Un carburant appelé Agrol se vendait dans 2000 stations-service à travers le Midwest américain. 2000 stations de l'Indiana au Dakota du Sud. L'Agrol était un mélange d'éthanol et d'essence fabriqué dans une usine à Atchison au Kansas, soutenu par le même mouvement de chimurgie que Ford avait défendu. Deux mélanges étaient disponibles. L'Agrol 5 contenait 5 à 7% d'alcool. L'Agrol 10 contenait 12 à 17,5% d'alcool. L'usine avait été financée par la Chemical Foundation et avait ouvert ses portes en 1936. En 1937, les automobilistes de tout le cœur du pays faisaient le plein avec. La brochure disait « Essayez un plein, vous en serez reconnaissant ». Le carburant fonctionnait, il se vendait, les clients revenaient. Et puis les directeurs de l'usine d'Atchison ont commencé à signaler quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Sabotage, manipulation du marché, lutte intestine vicieuse de la part de l'industrie pétrolière. L'Agrol se vendait 17 cents le gallon. L'essence au plomb se vendait 16, une différence d'1 sou. L'industrie pétrolière a fait pression contre chaque projet de loi d'incitation fiscale qui aurait pu combler cet écart. L'American Petroleum Institute a publiquement attaqué l'éthanol comme étant un carburant inférieur. Entre 1933 et 1939, les intérêts pétroliers ont tué 19 projets de loi fédéraux et 31 projets de loi d'État visant à soutenir le mélange de carburant à base d'alcool. Le propre porte-parole de l'American Petroleum Institute, Conger Reynolds, s'est moqué publiquement du mouvement, qualifiant ses partisans de chimistes de rêve et d'agriculteurs de salon. En 1939, l'usine Agrol d'Atchison a fermé ses portes. 2000 stations ont disparu de la carte. Toute une infrastructure de carburant, construite par des agriculteurs pour des agriculteurs, a été effacée en moins de 3 ans. Le seul réseau commercial de carburant végétal en Amérique était mort, détruit dans la même fenêtre de 24 mois où la loi sur la taxe sur la marijuana a tué le chanvre. Même guerre, mêmes années, armes différentes, même gagnant. Mais une communauté n'a jamais cessé de cultiver et elle n'a jamais eu besoin d'une seule de ces stations. Les Amish se sont installés dans le comté de Lancaster au début des années 1700. Les premiers colons permanents ont commencé à planter du chanvre vers 1710. Dans les années 1720, l'Assemblée générale de Pennsylvanie payait des primes pour chaque livre de chanvre produite propre à la commercialisation. Tant de chanvre a été récolté que lorsque le comté de Lancaster a été officiellement formé en 1729, un canton entier a été nommé Hempfield en raison des vastes quantités de chanvre qui y étaient cultivées. En 1818, ce canton a été divisé en East Hempfield et West Hempfield. Les deux noms survivent aujourd'hui sur chaque panneau de signalisation et carte du comté. L'historien Les Stark a documenté plus de 100 moulins à eau qui transformaient la fibre de chanvre le long des cours d'eau du comté de Lancaster avant 1870. Le cloître d'Ephrata cultivait du chanvre. Susanna Wright en cultivait au manoir de Wright's Ferry. Edward Hand en cultivait à la plantation de Rockford. La récolte était tissée en corde, en toile, en huile de lampe, en papier. Le mot toile lui-même vient de cannabis. C'est à quel point cette plante était fondamentale. Lorsque la loi de 1937 a tué le chanvre à travers l'Amérique, les Amish ont perdu une culture que leur famille cultivait depuis plus de 2 siècles. Ils se sont adaptés, ils le font toujours. Ils sont passés au tabac, ils ont développé la production laitière, ils ont cultivé du maïs et du soja comme tout le monde. Mais la connaissance de ce que le chanvre pouvait faire n'a jamais disparu. Elle a vécu dans la même mémoire silencieuse qui détient chaque élément de sagesse traditionnelle que les Amish portent. Transmise aux tables de cuisine, dans les conversations de grange, de grand-père à petit-fils. Les autres Américains ont oublié que la plante existait. Les Amish l'ont simplement classée et ont attendu. Ce sont des gens patients. Ils ont survécu à chaque tendance, chaque mode, chaque programme gouvernemental qui leur disait de changer. Et le moment venu, ils étaient prêts avant quiconque dans le pays. Et lorsque la loi agricole de 2018 a rendu le chanvre à nouveau légal, les Amish de Lancaster ont agi vite. Ruben Reel, un jeune fermier Amish du canton de Barth, a fondé Lancaster County Cannabis depuis son sous-sol. Il a commencé avec une livre de fleurs de CBD et une poignée de boutiques pour fumeurs. En l'espace de 4 ans, il avait des contrats avec des cultivateurs Amish à travers le comté. En 2023,
son entreprise avait écoulé 50 000 livres de produits à base de chanvre. Il travaille avec des agriculteurs qui n'utilisent aucun pesticide, aucun engrais synthétique. Il récolte une grande partie de la culture à la main avec des équipements tirés par des chevaux. Ils n'ont besoin d'aucune électricité pour la transformer. Et la qualité exige des prix élevés de la part des acheteurs en Californie et dans le Midwest. Les Amish n'avaient pas besoin d'un programme gouvernemental ou d'une étude pilote universitaire pour leur dire ce que cette plante pouvait faire. Ils le savaient déjà. Ils le savaient depuis 300 ans. Maintenant, si vous possédez déjà une maison et que vous pensez que cela ne s'applique qu'aux personnes ayant des fermes ou aux personnes construisant à partir de zéro, restez avec moi, car cette prochaine partie est spécifiquement pour vous. Vous n'avez pas besoin de 40 acres, vous n'avez pas besoin d'une grange. Voici ce qui fonctionne sur une propriété ordinaire en ce moment. Si vous possédez un moteur diesel, un camion, un tracteur, un générateur, une pompe à eau, vous pouvez le faire fonctionner au biodiesel fabriqué à partir d'huile de graines de chanvre aujourd'hui. Vous achetez de l'huile de graines de chanvre pressée à froid en vrac. Vous la mélangez avec du méthanol et de la lessive dans un réacteur que vous pouvez construire à partir d'un chauffe-eau électrique usagé pour moins de 300 $. Les plans sont disponibles en ligne gratuitement. L'Université du Connecticut a testé cette chimie exacte en 2010. Le professeur Richard Parnas et son équipe ont utilisé de l'huile de graines de chanvre vierge et l'ont soumise à une transestérification standard dans leur laboratoire de biocarburant. 97% de l'huile de chanvre s'est convertie en biodiesel. Pas 90, pas 93, 97. Il a réussi tous les tests de laboratoire. Il a répondu aux normes de qualité américaines et européennes pour le biodiesel. Et il a montré quelque chose que personne n'attendait. Il avait des performances supérieures par temps froid. Le biodiesel de chanvre pouvait être utilisé à des températures plus basses que tout autre biodiesel sur le marché à l'époque. Parnas a déclaré aux journalistes que si quelqu'un cultive déjà du chanvre, il pourrait être en mesure de produire suffisamment de carburant pour alimenter toute sa ferme à partir des seules graines. Une culture, une presse, un réacteur, une indépendance énergétique totale pour vos moteurs à essence. L'éthanol de chanvre est plus complexe, mais tout à fait réel et tout à fait légal. Le gouvernement fédéral délivre un permis gratuit d'alcool carburant par l'intermédiaire du Bureau de la taxe et du commerce de l'alcool et du tabac. Vous postulez, vous êtes approuvé et vous pouvez légalement distiller de l'éthanol pour l'utiliser comme carburant de moteur sur votre propre propriété. Vous ne fabriquez pas d'alcool à boire, vous fabriquez du carburant. L'équipement est un petit alambic et une cuve de fermentation. Les gens les construisent dans leur garage. Le processus est le même que celui utilisé par les contrebandiers d'alcool pendant des siècles, sauf que vous ne vous cachez de personne. Vous avez un permis fédéral sur votre mur. L'éthanol que vous produisez peut être mélangé à l'essence à hauteur de 10 à 15% et utilisé dans n'importe quel moteur à essence standard sans la moindre modification. C'est exactement ce que sont déjà l'E10 et l'E15 à la pompe. Vous fabriqueriez simplement votre propre approvisionnement au lieu d'acheter celui de quelqu'un d'autre. Et voici ce que personne ne vous dit. Au Brésil, ils ont compris cela dans les années 1970. Les voitures brésiliennes fonctionnaient avec des mélanges contenant jusqu'à 24% d'éthanol. Des millions de véhicules, des décennies d'utilisation, aucune panne de moteur. La technologie n'est pas expérimentale. Elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves depuis 50 ans dans un autre pays. La seule chose qui manquait en Amérique était le droit légal de cultiver la plante. Maintenant, vous l'avez. Voici les calculs. Un acre de chanvre produit environ 700 livres de grains. Pressez cela et vous obtenez environ 22 gallons d'huile qui se convertissent en approximativement 20 gallons de biodiesel. C'est suffisant pour faire fonctionner un générateur diesel pendant des semaines ou pour maintenir un tracteur agricole en mouvement pendant la saison des semailles. Ce même acre vous donne plus de 5000 livres de tiges. Les tiges produisent de l'éthanol cellulosique par fermentation et distillation. Entre le biodiesel issu des graines et l'éthanol issu des tiges, un acre de chanvre alimente les deux types de moteurs à partir d'une seule récolte. Maintenant, avant de vous montrer ce qui s'est passé en 1937 et pourquoi 2000 stations-service ont disparu du Midwest en une seule année, j'ai besoin de Meet-Nous pour vous orienter quelque part. Car la question que l'on me pose plus que toute autre ne concerne pas le chanvre. C'est celle-ci.
Où puis-je trouver tout cela au même endroit? Le poêle, le mur, le système d'eau, le carburant? Chaque méthode Amish que j'ai couverte sur cette chaîne, avec les matériaux exacts, les quantités exactes et les étapes exactes pour une maison que vous possédez déjà. J'ai tout rassemblé. Cela s'appelle le système domestique Amish. Le lien est dans la description, mais restez ici, car ce qui s'est passé en 1937 est la raison pour laquelle vous n'avez jamais entendu parler de tout cela. Et l'homme derrière tout ça porte un nom que vous connaissez déjà. Passez à 5 acres et vous obtenez une production de carburant vraiment significative pour une propriété familiale. 10 acres et vous approchez de l'autosuffisance énergétique pour une petite ferme. Les agriculteurs autrichiens ont compris cela il y a des années avec les coopératives d'huile de graines. Ils pressent le colza et le tournesol pour en faire du biodiesel pour leurs propres camions et tracteurs. Ils ne demandent pas la permission à une compagnie pétrolière. Rien n'empêche un propriétaire terrien américain de faire exactement la même chose avec le chanvre. Rien, si ce n'est 80 ans d'un silence délibérément imposé sur ce que cette plante peut faire. Et cela m'amène à la pièce que je gardais en réserve. Celle que j'ai trouvée dans les archives d'un magazine que presque plus personne n'ouvre. C'est la partie que je vous avais promise au début. En février 1938, Popular Mechanics a publié un article avec le gros titre « La nouvelle culture à 1 milliard de dollars ». L'article parlait du chanvre. Il décrivait une nouvelle machine appelée décortiqueuse qui pouvait traiter les tiges de chanvre à bas prix et à l'échelle industrielle. L'article affirmait que le chanvre pouvait produire plus de 5000 produits à partir de la chènevotte de la tige seule, en plus des textiles, de la nourriture et du carburant à partir du reste de la plante. Il qualifiait le chanvre de fibre standard du monde et prédisait qu'il créerait des milliers d'emplois et une toute nouvelle économie agricole. Voici ce qui rend ce document dévastateur. L'article a été publié 5 mois après l'entrée en vigueur de la taxe sur la marijuana. 5 mois après la loi qui a tué l'industrie, le magazine de mécanique le plus lu du pays disait aux agriculteurs américains qu'ils étaient assis sur une culture à 1 milliard de dollars. Les rédacteurs en chef ne savaient pas que la loi avait été adoptée. C'est avec cette discrétion qu'Huntslinger et ses alliés l'ont enterré. Au moment où l'article est arrivé dans les kiosques à journaux, il était déjà illégal de cultiver la plante qu'il célébrait. L'avenir a été annoncé à ses propres funérailles et personne dans la pièce ne le savait. Le moment choisi n'était pas une coïncidence, c'était une conséquence. Les hommes qui ont rédigé la loi savaient exactement ce qu'ils étaient en train de tuer. Ils se sont simplement assurés que le reste du pays ne le découvre pas avant qu'il ne soit trop tard. 80 ans trop tard. Jusqu'à ce qu'un morceau de papier appelé le Farm Bill de 2018 défasse discrètement ce que 4 hommes puissants avaient fait en 1937. Et presque personne ne l'a remarqué non plus. Les Amish n'ont pas lu cet article. Ils n'ont pas assisté aux conférences sur la chimiurgie de Ford, ni visité le laboratoire de Parny au Yukon. Ils n'avaient besoin de la permission de personne pour comprendre une plante qu'ils cultivaient depuis avant la Révolution. Ils ont conservé ce savoir de la même manière qu'ils conservent tout, discrètement et de façon pratique, transmis d'une génération à l'autre sans que personne ne l'écrive dans un journal ou ne le publie dans une étude. Rudolf Diesel a conçu un moteur fonctionnant à l'huile végétale et a disparu d'un navire avant de pouvoir le remettre à la marine britannique. Henry Ford a construit une voiture en chanvre, l'a fait rouler au carburant de chanvre et a regardé la loi tuer les deux. 2000 stations Agrol ont vendu du carburant à base de plantes aux conducteurs du Midwest et ont été sabotées jusqu'à leur fermeture. Un magazine a parlé à l'Amérique d'une culture à 1 milliard de dollars 5 mois après que la loi l'ait enterrée. Et à travers 80 ans de silence, les Amish ont continué à cultiver. Vous n'étiez jamais censé savoir tout cela. Ni les 97%, ni les 2000 stations, ni le magazine arrivé après les funérailles, ni le moteur qui a été volé à l'huile végétale pour être remis à l'industrie pétrolière, vous étiez censé continuer à conduire jusqu'à la station-service, continuer à regarder le prix grimper chaque hiver et ne jamais demander qui avait décidé qu'il devait en être ainsi. Les Amish ont posé cette question il y a 300 ans et y ont répondu avec une graine. Si vous êtes le genre de personne qui croit que le véritable savoir a été discrètement écarté pour protéger les profits de quelqu'un d'autre, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Je veux avoir de vos nouvelles.
Si vous pouviez cultiver un acre de chanvre cette saison, qu'alimenteriez-vous en premier? Votre camion, votre tracteur, votre générateur? Dites-le dans les commentaires. Je lis absolument tout et vos réponses décident de ce que nous aborderons ensuite. Abonnez-vous, pas pour moi, mais pour ce qui va suivre. Car dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer ce que les Amish construisent à partir de la partie de cette plante qui n'est jamais brûlée. Et l'industrie que cela menace est encore plus grande.